vais peut-être demander à Nicolas de présenter Jean-Luc Sauron. Merci. Alors, Jean-Luc Sauron a plusieurs qualités. Il est membre du Conseil d'État, il est professeur associé à Paris, c'est Dauphine, je ne me trompe pas, à Paris-Dauphine. Charge du droit européen au Conseil d'État et en charge, et c'est comme ça que nous sommes connus, des programmes HELP, dont je pense qu'il serait intéressant aussi qu'il soit dit un mot, parce que ça peut intéresser un certain nombre de confrères dans la salle. Peut-être il y a Sophie Quincy aussi qui s'occupe de ces programmes, qui sont des programmes du Conseil de l'Europe pour former les professionnels, magistrats, avocats à toutes les problématiques qui résultent de la Charte des droits européens. Et il y a évidemment un programme sur la vie privée qui inclut toute la problématique des données personnelles. Donc je ne suis pas doué pour les présentations de cet ordre, mais je passe la parole à Jean-Luc pour les explications que tu voudras bien nous donner. Oui, alors... sur le projet de loi dont mes deux acolytes ont parlé. J'en ai fait tuteur national HELP pour le programme protection des données et de la vie privée. C'est un cours qui sera diffusé en e-learning, c'est-à-dire que tout un chacun pourra le faire de chez lui. C'est un cycle d'environ une trentaine d'heures. Et vous aurez la possibilité de délivrer d'un certificat attestant du bon suivi, bien sûr, de ce programme. Et c'est comme ça que j'ai connu Nicolas dans le cadre du premier monitoring pour tester ce programme et nettoyer éventuellement les bugs et les imperfections. Et il y aura un deuxième programme de nettoyage ou de préparation que je monitorerai à partir de janvier. Et donc à partir du printemps, ce cours en e-learning sera ouvert à tous et à toutes, et ça vous donnera vraiment une vision déjà extrêmement globale et intéressante du droit à la protection des données, pas uniquement d'ailleurs du droit de l'Union européenne, mais également de la Convention du Conseil de l'Europe, dont je vais dire un petit mot tout de suite. Dans le prolongement de ceci, j'ai créé une association qui s'appelle DataRing, qui est une association qui s'est lancée l'année dernière et qui a pour objectif d'aider à la bonne diffusion et information sur le RGPD, en sachant que ce qu'a remarqué DataRing, c'est que le vrai support de la législation qui va entrer en application l'année prochaine, ce sont les entreprises. C'est vraiment dans un cadre d'accountability, c'est-à-dire vraiment de responsables d'eux, ce sont les entrepreneurs, aidés, assistés par leur conseil ou leur DPO. On comprend qu'il y a quand même une autre logique. Non seulement ce n'est plus un contrôle décent sur les acteurs, mais on a certainement l'occasion d'en parler tout à l'heure. Quelques petits points de complément à ce qui a été dit avant moi. Tout d'abord, le droit européen de la protection des données. Il n'a pas un papa, une maman, mais il a deux mamans. C'est la directive 95-46. J'ai eu la chance d'être négociateur français, enfin de diriger l'équipe de négociation pendant toute la négociation, 7 ans quand même, de la directive 95-46. Et puis la convention 108 du Conseil de l'Europe, dont Sophie vous parlera tout à l'heure, et qui est quand même antérieure, puisque je rappelle très bien que lorsque nous préparions le mandat français pour la négociation, un certain nombre, il y avait le commissaire à la CNIL qui était représenté, et qui sans arrêt faisait le lien entre le projet de directive et la convention. Donc il faut bien garder ça, mais je vais arrêter là la description, puisque Sophie va vous expliquer beaucoup mieux que ça, et beaucoup mieux que moi, le contenu et je dirais la pérennité de la Convention. Deuxième petit ajout avant d'évoquer mon sujet.
Il y a eu, durant la négociation, le Conseil d'État, dans ce qui était à l'époque la procédure du 88.4 de la Constitution, a été saisi pour examiner des propositions qui avaient été faites par la Commission durant la négociation de la 95-46, et il a rendu en 93. J'y étais comme commissaire de gouvernement à l'époque, puisque j'étais à ce qui est aujourd'hui le SGAE, le Service général d'affaires aux affaires européennes, un avis qui fixait très clairement le fait que la loi de 78 était le minimum syndical en deçà duquel il était impossible de descendre. Voilà. Cette règle a ensuite été amplifiée par le Conseil constitutionnel, mais le Conseil d'État, en cours des négociations, et moi comme négociateur, j'ai été tenu par l'avis du Conseil d'État qui nous avait très clairement fixé des bornes. Alors, je vais être rapide sur mon sujet parce que je crois que c'est intéressant que nous puissions échanger. Donc j'interviens sur les recours prévus par le RGPD. Quelles articulations entre l'autorité de contrôle et les juridictions? J'avoue qu'on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, parce que c'est moi qui ai proposé le sujet, et une fois que je l'ai proposé, il a fallu y répondre, dans ce qui était une autre difficulté dont je me suis alors bien marié. Je crois que comme mes camarades, il faut vraiment se rendre compte que, et c'est ça qui me gêne un tout petit peu dans le discours actuel, c'est qu'il faut bien voir que non seulement les règles changent, mais les règles changent dans un contexte qui est profondément chamboulé. Si je prends la loi de 78, si je prends même la transposition de la directive de 95 par la loi de 2004, ce qui montre que la France sait toujours prendre un peu de recul pour réfléchir aux transpositions. En l'occurrence, il faut quand même le dire que nous sommes très fidèles à nous-mêmes, parce que nous avons été les derniers à transposer la directive 95-46, et nous disputons à nos camarades la place de dernier à intégrer en droit interne le règlement. Donc là, il n'y a pas de haut tempora homoris, il y a du tempora permanent, voilà. Mais je veux dire, c'est évident, et vous l'avez dit, enfin, je veux dire, le monde de 78, le monde de 95, le monde de 2004 n'a rien à voir. Hein, tout à l'heure, Emmanuel citait Google. Google, c'est 98. Quand on y réfléchit, enfin, c'est fou. Comment avons-nous vécu avant Google? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. L'iPhone, avec ce formidable dépassement, c'est 2005. Et bien évidemment, l'Internet des objets. Enfin, il y a des tas de choses qui n'étaient pas du tout possibles il y a quelques années. Le nombre d'utilisateurs, enfin, je veux dire, je crois qu'il y a 2 fois plus de téléphones en France enfin, chacun a au moins 2 téléphones, donc je ne sais pas qui d'ailleurs, mais enfin, c'est pas grave. Et puis surtout, et c'est ça où ça va être amusant, c'est que le consommateur de 2017 et de 2018, il a une connaissance, au moins une appréhension, au moins une attention sur les données qu'il n'avait ni en 78 ni en 95. Donc là, il y a un souci quand même et qui va, à mon avis, s'accroître. Ça va pas, toute la population ne va pas assiéger à CNIL, mais je pense qu'il y aura quand même, et puis il y a un milieu associatif, hein, et la loi, parce qu'il y a aussi le charme français, c'est qu'on a commencé à anticiper certains morceaux de la transposition, l'intégration du règlement dans la loi République numérique d'octobre 2016, et qui bloque, qui verrouille les actions class action dans ce domaine-là, avec des délais d'au moins 5 ans d'ancienneté de l'entreprise, avec un objet qui correspond. Enfin, ça a limité quand même le phénomène de class action, du moins en France. Alors je dirais, je vais dans une première partie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le règlement général de protection des données, ou GPDR, puisqu'il y a des gens, même francophones, qui ne le connaissent que sous l'acronyme anglais, a fait la promotion considérable, le pari considérable, que le vrai mode de sanction, c'était la sanction administrative. Sous l'autorité, sous le contrôle des autorités de contrôle. Ça, ce n'est pas, je sais pas, quelque chose qui était évident, mais le jeu de la Commission, c'est de penser que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile à coordonner que la législation pénale. Là-dessus, vous avez les articles 83, paragraphes 4 et 5
du règlement, qui vous donne l'ensemble des domaines qui peuvent être sujets à répression coordonnée, mais à ces sanctions administratives, bien évidemment, on a laissé l'État national éventuellement en rajouter sur des éléments qui n'étaient pas couverts d'autres infractions qui trouveraient, d'autres répressions. Et l'article 84 du règlement permet le cumul avec des sanctions pénales. Alors ce domaine-là, bien sûr, il va très rapidement poser de grandes difficultés. C'est l'extraordinaire débat sur le non bis in idem, c'est-à-dire que si jamais une sanction administrative était requalifiée par le juge en sanction pénale, il y aura certainement un certain nombre de débats juridiques et qui va être tout à fait important, car la mécanique de cohérence, qui est quand même un peu compliquée, il faut peut-être voir dans le débat, à mon avis, ne donnera des résultats que dans un temps second. Il y a bien sûr, il y aura le cumul des sanctions administratives et pénales avec toujours les mêmes règles sur la limitation des plafonds, etc. Enfin, un appareil répressif qui est sans commune mesure avec l'appareil répressif existant. Tout ceci, en seconde partie, coexiste avec un régime de responsabilité tout à fait solide. Il y aura le choix soit de prononcer les sanctions, soit pour la victime d'aller vers le système de responsabilité civile ou administrative, soit de cumuler les deux. Et là, je pense qu'il y a un problème, c'est comment va s'opérer la construction de la jurisprudence nationale, tant administrative que judiciaire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est quand même un domaine qui est extrêmement nouveau, notamment pour nos collègues du judiciaire, qui pour le moment n'étaient absolument pas habitués à manier la loi de 78. Donc, comment évaluer le dommage, comment faire une échelle? Tout ça va se construire sur un territoire qui est important, parce que Paul l'a indiqué tout à l'heure, enfin, tout le monde est concerné, tout secteur privé, parce que les exonérations du règlement sont, à mon avis, des fausses fenêtres, et bien sûr, tout le secteur public. Et en plus, il y a une technicité de la matière qui est loin d'être évidente à appréhender. Là encore, il y a certainement un très gros travail à faire, tant pour les juridictions judiciaires que pour les juridictions administratives. Alors après, le problème vraiment, c'est de comment faire une articulation efficace. Alors, il est à noter que dans le règlement, l'autorité de contrôle ne peut pas jouer, il n'est pas prévu qu'elle joue un rôle d'amicus curiae. Et ça, je trouve ça extrêmement dommageable. Et je regrette qu'il n'y ait pas la possibilité, alors peut-être que la pratique le fera, peut-être que nous verrons bien, mais que dans les grandes affaires, la CNIL sera incapable d'être présente sur l'ensemble des contentieux qui émergeront, mais que sur certaines affaires topiques, elle puisse intervenir peut-être dans le régime normal de la procédure civile ou administrative. Mais c'est un peu dommage que ce n'ait pas été appliqué. Et même si finalement ce travail d'articulation va être essentiellement fait par les autorités de contrôle, il y a un manque, c'est que l'autorité de contrôle ne peut pas être dans le circuit préjudiciel vis-à-vis de la Cour de justice. Or, sur certaines difficultés de l'application du droit, la réaction du juge va être de saisir la Cour de justice en préjudiciel. Et dans ce domaine-là, dans les textes aujourd'hui, les autorités de contrôle ne peuvent pas être présentes, et ça, je pense que c'est un domaine de cohérence, d'articulation entre les deux, les sanctions, autorités de contrôle, la répression et les dommages devant les juridictions judiciaires administratives. Et ça, je trouve ça, pour ma part, très, très difficile. Alors, pour conclure, moi, je suis... mais je pense que c'est la vision et le travail de la CNIL de rassurer les populations. Je suis moins convaincu que le marketplace européen soit si bénéfique, parce que je pense que, compte tenu du fait qu'il y a quand même 56 renvois au droit national, si en plus à ces renvois, il y a des différenciations de jurisprudence nationale sur l'application des normes et l'articulation des sanctions et dommages, je pense malgré tout qu'un certain nombre de sièges d'entreprises pourraient se déplacer
en fonction des législations plus ou moins accueillantes. Et pour ne viser personne, je dirais principalement l'Irlande et le Luxembourg. Les premiers sont célèbres puisque, en plus, leur autorité n'a même pas le nom d'autorité de contrôle, mais une espèce de sympathique animateur de réseau. Et le Luxembourg, si Nathalie, si. Et le Luxembourg, ayant compris que le domaine financier était un peu difficile aujourd'hui, un peu difficile, glisse lentement mais sûrement vers le numérique. Donc je veux dire, il y a quand même des États membres, des amis, parce que nous sommes tous amis en Europe, qui ont bien compris qu'ils devaient se positionner de manière efficace s'ils voulaient attirer aussi dans leur territoire des gros opérateurs du numérique. Pour dire les choses, les GAFA se répartissent entre Dublin et Luxembourg, au plus grand étonnement de la France d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, comme mes camarades, nous sommes pieds et poings liés pour répondre à vos questions. Un grand merci parce que tous les trois, vous avez complètement défini le contenu de la journée, ses limites et ses difficultés. En vous entendant, je comprends que nous ne finirons certainement pas ce soir ce débat-là. On verra bien comment on doit continuer. Je retiens avec ma double casquette, puisque c'est ce que j'ai aujourd'hui, à la fois d'expert judiciaire qui est extrêmement concret sur le terrain, au service du juge pour répondre à ces questions techniques, et avec ma casquette d'entrepreneur, je retiens quand même des choses qui sont tout à fait inquiétantes. J'aimerais bien que dans la journée, et dès maintenant, on commence à lever des doutes. J'ai entendu des mots qui sont créer un climat de certitude et de stabilité, alors qu'on sera dans du contrôle a posteriori, ce qui me paraît assez antinomique. Je retiens appareil répressif lourd et complexe. Je retiens une jurisprudence à créer. Je retiens un risque de transfert d'activité en Europe, et on n'a pas parlé du reste du monde, on en parlera dans la journée avec des interventions américaines en particulier, un risque de transfert d'activité loin de la France, si on peut dire que l'Irlande est très loin, en tous les cas loin intellectuellement quand on parle du Luxembourg. Donc on a un climat de travail que vous avez campé qui pour moi est un climat faisant peser un risque. Alors cette volonté, elle est pour nous protéger mieux chacun individuellement. Encore faudrait-il être sûr qu'on sera mieux protégé. Donc j'ai une première question à poser en essayant de respecter le timing quand même. Est-ce que vos trois positions, puisque vous êtes bien sûr en train de naviguer de concert, est-ce que vos trois positions sont en phase ou est-ce que vous avez des difficultés dont vous pouvez parler? Il y en a peut-être dont vous ne pouvez pas parler. J'ai bien entendu que la loi n'était pas sortie, j'ai entendu que la CNIL était en train de se préparer et que le Conseil d'État a été saisi, donc j'imagine bien qu'il y a des choses qu'on ne saura pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a là-dessus des points de difficulté, sinon d'opposition, sur lesquels vous avez envie de vous exprimer et sur lesquels on pourrait vous donner un avis, ce qui est très prétentieux, bien sûr. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer parmi vous trois. Non, mais je veux vous rassurer, je pense que il n'y a pas de divergence entre, non pas nous trois, mais nos trois maisons. Ça, je pense que c'est évident. Que bien sûr, le Conseil saisi du projet rendra son avis jeudi prochain, mais que c'est après, dans le travail administratif final, entre cet avis et l'adoption au Conseil des ministres, nous verrons bien ce que le gouvernement fera comme arbitrage. Mais depuis mars 2016, les avis du Conseil d'État sont quand même rendus publics, donc vous aurez la possibilité de comparer aussi un tout petit peu ce qu'il dit, puisque dans ses avis dans ce type-là, il dit de quoi il a été saisi, le fond, et ce qu'il y a apporté ou modifié, ou les invites qu'il fait au gouvernement. Donc ensuite, le gouvernement n'est quand même pas totalement placé. Vous avez quand même un élément, je vais revenir là-dessus, et je le dis pas pour passer du baume à Paul, que je sais fragile, mais la CNIL, c'est vrai que c'était quand même un très bel outil. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'actuellement, le groupe 29, un groupe des 29, c'est les 28 autorités de contrôle des 28 États. Je vous signale qu'en parenthèse, la Grande-Bretagne a dit que même après le Brexit, elle conserverait le RGPD.
C'est à mon avis assez astucieux, mais ça veut dire quand même aussi, et c'est un point auquel que je vais utiliser auprès de vous, enfin j'ai fait là-dessus, le groupe des 29, c'est 28 plus la Commission et le contrôleur européen à la protection des données. L'actuelle présidente du groupe des 29, c'est Isabelle Falck-Perrentin, la présidente de la CNIL. L'actuelle présidente du groupe des je ne sais pas combien, c'est-à-dire le groupe mondial, c'est aussi Isabelle Falck-Perrentin. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur sur le fait qu'il y a une influence de cette législation qui est considérable. Nous restons, l'Union européenne, le premier marché intérieur mondial. Eh bien, pour venir sur notre marché, il faut respecter nos règles. Et aujourd'hui, les pires opposants au RGPD, ce sont les GAFA. Parce qu'ils savent que énormément, enfin, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, GAFAM, et puis leurs amis chinois, ils savent qu'il faut respecter nos règles s'ils veulent entrer là-dessus. Et c'est un droit, peut-être que Sophie pourra en dire un mot, qui s'étend très largement au-delà de l'UE, aussi bien en Europe que sur le pourtour méditerranéen, voire même avec l'association des autorités de contrôle francophones dans l'Afrique noire. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une diffusion là-dessus, c'est vrai. Et sur vos craintes, je crois que, vous savez, j'ai plaisanté tout à l'heure sur le fait que la France est toujours la dernière à transposer. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que nous passons notre vie à nous faire peur, mais qu'ensuite, quand c'est lancé, c'est bien lancé. Et moi, je dirais, si vous me dites, mais la jurisprudence, la répression, alors bien sûr, ne vous imaginez pas qu'on va prononcer enfin la CNIL va prononcer des amendes de 20 millions, 10 millions tous les quarts d'heure pour faire un peu de buzz. Hein, c'est l'arme atomique. Enfin, je veux dire, c'est un point. Il faut pas. La petite PME va pas être écrasée par. Mais je crois véritablement que tout repose sur les acteurs. Moi, j'ai pas le même regard que vous. Au contraire, il y a une responsabilisation de l'entreprise et de ses partenaires dans ce qui est finalement, il faut bien se rendre compte, une marque de respect et de qualité vis-à-vis de vos clients et des clients. Et bien sûr, pourquoi nos pays extérieurs veulent être conformes à notre législation? Mais c'est pour entrer sur le marché. Et il n'y aura pas un acteur économique qui n'aura pas fait ces mesures, qui ne sera pas sur le marché. Mais enfin, moi, au contraire, je pense que ça peut être une dynamisation et c'est également générateur d'activité considérable, cette mise en conformité, tant pour les entreprises que pour les conseils. Je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà, donc il y a des formations à faire. Par exemple, il y a un diplôme d'université qui s'ouvrira en mars prochain à Dauphine sur DU RGPD, voilà, dirigé par notre serviteur. Mais il y a d'autres formations qui vont se développer. Tout ça va être un... Moi, je trouve que vous avez de la chance d'être dans un monde qui bouge, quoi. C'est un peu mon sentiment. Jean-Luc, pour t'apporter quand même la conviction sur un point... Siffler le train ? Il est revenu. J'entends ce que tu dis et l'importance de la loi de 78 et de notre législation, de notre CNIL, de Madame Falck-Perrentin. C'est parfait de l'avoir souligné. Pour autant, ce qu'on vit sur le terrain, c'est aussi que, et je profite qu'il y a les représentants de la CNIL et du ministère ici pour le faire remonter, le règlement, c'est un changement de paradigme complet. Je pense qu'on est quand même tous d'accord là-dessus. Vous avez rappelé tout à l'heure que les principes demeurent, absolument. Par contre, la mise en place change du tout au tout. Et je pense qu'il y a quand même eu, je pèse mes mots, une erreur de communication de la part des institutions, en mettant en avant essentiellement les risques de sanctions et le maintien du contrôle, et en ne communiquant pas assez sur la nécessité de prendre à bras-le-corps la comptabilité, ce qui a justement été fait par les anglo-saxons, avec beaucoup plus de facilité, puisque culturellement, c'est ce qu'ils font. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, et pour vous la rendre avec cette remarque, oui, nous avons un système précurseur, formidable, etc. Mais hélas, c'est aussi un handicap, parce qu'il... à mon avis, donne du mal aux acteurs. Et la question qui a été posée tout à l'heure en est l'illustration.
Non, on ne pourra pas, de mon point de vue en tout cas, on ne pourra pas appliquer le règlement avec la façon dont on fonctionnait avant. Donc on ne pourra pas appliquer le règlement avec les déclarations existantes, on ne pourra pas appliquer le règlement avec le mode de fonctionnement qui existait. On ne peut pas transposer la logique qui était de dire il faut que toutes les entreprises aient un SIL dès qu'elles ont beaucoup de déclarations avant, avec le fait de dire, comme vous l'avez communiqué, la manière d'appliquer le règlement, c'est de désigner un DPO, parce que le DPO, c'est dans des cas très précis et que c'est tout à fait inadapté quand on ne rentre pas dans ces cas. C'est une opinion qui n'engage que moi. Mais voilà, ma question c'est, est-ce que vous n'auriez pas maintenant orienté votre communication sur ce qu'il y a de réellement nouveau, c'est-à-dire la comptability? Je vais juste dire un petit mot peut-être en réponse. Bon, moi, je partage pas vraiment le constat que la CNIL est beaucoup communiqué sur l'aspect sanction. Et d'ailleurs, historiquement, la CNIL a toujours fait beaucoup de conseils et d'accompagnement. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui est énormément repris, puisque la sanction, forcément, c'est repris, ça génère un marketing de la peur, ça fait des articles, et effectivement, on retient que ça. On retient que ça. Bon, moi, faisant partie de la direction de la conformité, c'est pas du tout l'optique. Et je vais être très clair, la CNIL de demain, mais comme elle a toujours été, c'est une CNIL qui marche sur deux jambes. C'est-à-dire une jambe accompagnement et justement aider. Je donnais quelques exemples tout à l'heure, mais on essaie de mettre en place un maximum d'outils pour aider tous les acteurs à se mettre en conformité, en étant très humble. Parce que je pense qu'il faut être assez honnête, le règlement est d'une telle complexité. C'est un tel changement pour les acteurs et aussi pour la CNIL, parce que le changement, je dirais, du passage de formalité à responsabilisation des acteurs, ça va aussi impacter les modes de fonctionnement de la CNIL au quotidien. Donc il faut être assez modeste là-dessus, mais c'est une dimension qui est vraiment présente. Et je comprends tout ce que ça peut générer comme crainte, puisque parfois les contours ne sont pas d'une grande précision. Donc voilà, je partage aussi ce qui a été dit globalement tout à l'heure. On est dans un monde qui change, qui bouge, et on est obligé de s'adapter. Et ça, moi je pense vraiment que la responsabilisation, pour le coup, c'est une vraie force. C'est une vraie chance parce que ça permet... Alors c'est aussi une source d'inquiétude, je peux comprendre tout à fait, mais c'est une vraie chance parce que ça permet de s'adapter, de mettre en place toutes les mesures en fonction du risque qu'a l'organisme. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire brièvement, je ne sais pas si... Peut-être un rapide complément. Le rôle du législateur sera justement d'assurer, dans la mesure du possible, une sécurité juridique importante, notamment des outils qui permettent à la CNIL d'expliciter, ou le G29, d'expliciter ce qu'est le règlement. Le règlement, la Commission est très claire, ce n'est pas à compter du 25 mai 2018 que les entreprises doivent commencer à réfléchir à comment s'y adapter, puisque le règlement est connu depuis le 27 avril 2016, sauf erreur de ma part, et les acteurs économiques ont eu le temps de commencer à voir qu'est-ce que c'était cet outil. Le législateur national, lui, il est là pour essayer d'accompagner, et les efforts de communication, donc j'ai bien noté la demande. Je ne pense pas, en tout cas pour le ministère de la Justice, que nous avons plus communiqué sur la sanction que sur l'accompagnement ou le changement de mentalité. Mais effectivement, c'est les deux éléments. C'est l'un, comment vous expliquer? C'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas comprendre non plus que nous passons d'une logique qui était d'autorisation à une responsabilisation où toute personne peut faire à peu près ce qu'elle veut. Donc il faut bien qu'il y ait un contrôle derrière. Par rapport à ce qui a été dit, le Conseil d'État va rendre un avis qui sera public, mais j'ai envie de dire pour le gouvernement, l'avis de la CNIL aussi sera public. Donc le gouvernement, entre les deux, examinera avec attention les deux textes et essayera toujours dans cette idée de renforcer la simplification pour attirer le plus de responsables de traitement, mais nous avons conscience et nous avons la chance d'avoir une CNIL donc, qui est effective depuis 1978, et c'est un élément fondamental dans notre droit. Sur pourquoi la Commission, effectivement, M. Seron disait que a fait le pari de la sanction administrative plutôt que la sanction pénale,
je pense que rien que dans le droit national, les sanctions pénales sont rarement, voire jamais utilisées. C'est beaucoup compliqué. Beaucoup compliqué. Ah, une fois cette année. Les qualifications sont très compliquées. C'est fait pour ne pas être appliqué. Et donc, oui. Il y a eu un jugement à Marseille cette année. Et peut-être pour répondre à la question qui avait été posée sur les autorisations uniques et les normes simplifiées. Alors si par normes simplifiées vous voulez dire les labels, les recommandations, les lignes directrices, ça effectivement c'est ce qui sera développé de plus. Par contre, en ce qui concerne les autorisations uniques, dès lors que nous passons d'une logique qui est l'absence d'autorisation, par principe, les autorisations uniques devraient disparaître aussi, parce que s'il n'y a pas d'autorisation de façon générale, les autorisations uniques n'ont plus d'intérêt en soi, sauf dans les domaines où, grâce aux marges de manœuvre, seront maintenus certains types d'autorisations. Est-ce que le micro peut circuler, parce qu'il y a des mains qui se lèvent, s'il vous plaît? Alors, peut-être une deuxième question vous rendra la parole après. Oui. Vous vous présentez, s'il vous plaît, quand vous... Bonjour. Simplifier. Alors, je suis Michel Meyassou, je suis secrétaire de l'AFDIT et je suis consultant. J'ai beaucoup suivi donc, le règlement. Et moi, j'avais une question pour M. Hébert de la CNIL. En fait, jusqu'à maintenant, la CNIL a eu un rôle vraiment, vous l'avez dit, d'accompagnement avec assez peu de sanctions. Beaucoup de gens ont dit que la CNIL était gentille, très gentille, peut-être trop gentille dans ses sanctions. Enfin, tout le monde ne l'a pas dit, certains l'ont dit. Et justement, maintenant que la CNIL va avoir un nouveau pouvoir de sanction, vous avez dit tout à l'heure, la CNIL marche sur deux jambes, il y a l'accompagnement, et vous n'avez pas donné la deuxième jambe, et je pense que c'est justement le caractère juridictionnel. Et je voulais savoir quel usage elle comptait faire de ce pouvoir de sanction. Est-ce qu'on va s'attendre à bam bam, on fait très mal pour faire peur à tout le monde et donner l'exemple, ou est-ce qu'au contraire, on va donner le temps, voilà. Alors, je vais difficilement pouvoir répondre à votre question de manière institutionnelle, mais je peux vous faire une réponse à titre personnel. Bien évidemment, la deuxième jambe, c'était le bâton. Hein, vous savez que les sanctions à la CNIL sont prononcées par un collège spécifique qui est indépendant. Hein, c'est ce qu'on appelle la formation restreinte. Donc, comment dire, il décide souverainement. La présidente a des pouvoirs de mise en demeure, etc. Mais le jugement in fine, c'est un collège indépendant qui prononce ces sanctions. Donc c'est difficile de vous dire à quelle hauteur il va taper. Moi je pense que quand on a des grands pouvoirs, on a des grandes responsabilités. Et ça paraît difficile... Enfin, je pense, voilà, il faut, en fonction de, bien sûr, alors en plus le règlement est très bavard là-dessus, hein, sur ce qui doit être pris en compte dans la détermination du montant de la sanction, et notamment la gravité du manquement. Enfin, il y a tout un tas d'indicateurs pour ce qui est de la sanction pécuniaire. Voilà. Après, je pense que bon, la CNIL a été gentille. Vous connaissez la hauteur des sanctions qui étaient antérieures au règlement. Elles sont quand même très 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 faibles. J'ajoute quand même un point important qui est aussi l'image, très clairement. Enfin, pour avoir assisté quelques fois il y a longtemps à des formations restreintes, il y a des entreprises qui vous disent attendez, moi je paye l'amende que vous voulez, mais par contre pas de publicité. Il faut avoir ça en tête. Le caractère public d'une sanction est quelque chose de particulièrement... et qui peut être dramatique pour les acteurs. C'est pour ça que je dis à grand pouvoir, grande responsabilité. Voilà. D'autant que les mises en demeure peuvent aussi être rendues publiques. Ça, c'est un pouvoir assez particulier de la CNIL. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut utiliser avec parcimonie. Voilà. Et peut-être juste pour reboucler sur la première jambe de l'accompagnement, et je me permets de le dire aussi, on a parlé de l'accompagnement, du fait que c'était peut-être pas à la hauteur des enjeux du règlement. Il y a aussi derrière des problématiques de moyens. Certains de nos homologues renforcent considérablement leur effectif pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Voilà, ce sont des choses qu'il faut aussi, qui peuvent favoriser parfois le forum shopping. Donc je tiens quand même à souligner qu'effectivement, à moyen constant, ce qui est le cas actuellement, eh ben, on fait ce qu'on peut pour resserrer un petit peu les choses. D'autres questions dans la salle? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour poser les questions, vous lever? C'est une demande de la régie. Oui, bonjour, Nicolas Granatino. J'ai une société qui fait un data wallet chiffré en anticipation de la CNIL. Je voulais parler de la gestion des requêtes. Il y a 3 semaines, il y a un privacy advocate au Royaume-Uni qui a fait une requête à BT, un subject access request.
Et BG lui a répondu oui, envoyez-nous quelque chose par la poste, et puis envoyez-nous 10 livres et on répondra à votre requête. Donc dans la loi d'encadrement, je pense qu'il est important de savoir comment est-ce qu'on va gérer ces requêtes, confirmer l'identité pour éviter ce genre de raisonnement du côté des gens qui reçoivent les requêtes et des data processeurs. Ok, alors on va prendre les questions qui sont dans la salle pour essayer d'avoir des réponses un peu coordonnées ensuite pour respecter le temps. Il y a une question derrière vous. Oui, bonjour, mon nom est Isabelle Trousseau-Mani, je suis avocate et je voulais savoir comment les associations, les fondations, ce qu'on appelle le secteur non lucratif, vont être traitées, et notamment par exemple pour le registre des traitements, sachant que souvent elles ont moins de 250 salariés, mais qu'elles ont des bases de données donateurs qui sont très importantes. Donc comment est-ce qu'elles vont être, est-ce que le règlement va leur être applicable et de quelle manière? Voilà. Merci. Alors on continue la prise de questions pour optimiser donc les réponses. Merci. Merci. Sami Abid, avocat à Nice. Je voulais savoir à propos du droit souple tel qu'il a été exposé par la CNIL. Donc si j'ai bien compris, c'est plutôt le référentiel que produit la CNIL tout en consultant de temps en temps. Mais est-ce qu'il n'est pas plus élargi, y compris au processus de normalisation, les normes ISO? Et ce problème se pose d'ailleurs actuellement pour les données sensibles, enfin, de santé. Oui, alors, peut-être dans l'ordre, madame. Là. Puis on en prendra une dernière et on répondra à celle-là et on essaiera de gérer le temps. Je vous en prie. Oui, bonjour. Joël Gonner, je représente ici la Méridionale, compagnie maritime qui dessert la Corse. Donc nous nous sommes emparés du sujet en interne dans le cadre de notre veille juridique. Mais j'avoue que c'est un sujet qui est assez colossal pour une PME, même si c'est une grande PME qui appartient à un grand groupe. Notre difficulté, en réalité, c'est d'apprécier en termes d'impact économique, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, puisqu'il nous semblait que nous traiterions de ce sujet sous cet angle-là, l'impact économique, en fait, d'une non-conformité. Nous avons du mal, en fait, à réaliser à quel point une non-conformité, puisque on entend le sujet sur le bien fondé de la responsabilisation des acteurs, etc. Mais il ne faut pas oublier que sur le terrain, on manque considérablement de moyens, donc c'est quand même difficile à mettre en œuvre. Et donc l'impact économique, quelle est la réponse sur les données dont le traitement n'aurait pas été assuré en conformité? Est-ce qu'on est empêché d'utiliser les données ou est-ce que la sanction administrative sera la seule réponse à la non-conformité? Voilà. Pour nous, c'est très très important. Alors, une partie de la réponse à votre question sera donnée plus tard dans la journée, mais il y a une partie qu'on pourra traiter maintenant. Donc on continue avec une une dernière question, et puis après on prend les réponses. Bonjour, Océane Fontenlu, donc présidente de la commission Legal InTech. Je suis avocate également au barreau de Marseille. Donc j'aurais une question, puisque j'ai une petite appréhension. En fait, je vous entends parler donc de la législation nationale. Moi, j'ai une appréhension entre la législation nationale et la législation européenne. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 56 renvois dans le règlement à la législation nationale, que j'entends, donc on va transposer le règlement. Donc il n'y aura pas de transposition du règlement. Il y aura peut-être des explications ou des précisions. Moi, j'aurais besoin de savoir, est-ce que du coup, il va y avoir des discussions qui vont être faites avec le Parlement pour justement éviter que nous ayons aujourd'hui le recours à la question préjudicielle qui est compliquée en première instance, comme M. Sauron doit le savoir. Et j'aurais vraiment cette question, puisque aujourd'hui, actuellement, on a une réglementation, par exemple la loi Le Maire, qui contrevient à énormément de principes, notamment qui sont inclus dans le RGPD, en termes d'indemnisation des victimes. Donc ça, c'est également un impact économique important. Et également, en tant que tout ce qui est limitation du recours pour les victimes. Alors, merci. On va s'arrêter pour ces questions pour essayer effectivement de répondre. J'ai envie de proposer peut-être à Emmanuel Laforêt de commencer. Merci, je vais essayer de répondre à ces questions. Alors sur la question par rapport au data wallet, ce qui a été la première question qui a été posée, les précisions, c'est d'ordre réglementaire. Donc ça sera plutôt au niveau du décret et non pas au niveau de la loi que seront réglées ces questions
pratique, vraiment pratique, de quelle somme. Mais par principe, le règlement, sauf erreur de ma part, prévoit une gratuité dans les premières demandes, sauf demande abusive. Donc ça peut peut-être commencer à répondre, mais ça sera, s'il y a une précision qu'il faut apporter, ça sera au niveau du décret qui sera bien évidemment pris avant également le 25 mai 2018. Sur la question du droit souple de la normalisation de la certification qui avait été posée, justement, le droit souple s'accompagnera de labels, de certifications, et notamment, je crois que c'est l'article 42 ou 43, qui prévoit une coopération qui peut être faite avec l'autorité nationale, qui est en France la COFRAC. Certains champs seront couverts en coopération entre la CNIL et la COFRAC, mais ça, pour l'instant, c'est le débat parlementaire qui tranchera. Et je saute peut-être directement à la dernière question. Le gouvernement, je l'ai très clairement dit, a fait le pari de tout mettre sur la table du Parlement. C'est-à-dire que les 56 mesures pourront être débattues. Le gouvernement a fait des choix, c'est-à-dire qu'il propose telle mise en œuvre ou telle autre, mais les études d'impact prévoient, par exemple, pourquoi on n'a pas choisi de prendre telle marge de manœuvre ou pourquoi on n'a pas fait. Et donc, les parlementaires pourront bien évidemment prendre le relais. La discussion sera riche et intense, notamment avec le nombre de parlementaires nouveaux, notamment à l'Assemblée nationale, et qui seront intéressés par ces sujets. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est que ce que le Parlement actera, l'ordonnance bien évidemment, qui sera vraiment une ordonnance de mise en musique pour essayer de rendre plus facile d'accès certaines dispositions, ne reviendront pas évidemment sur ces éléments-là. Si le Parlement décide de trancher que l'âge de consentement des mineurs c'est 16 ans, l'ordonnance ne reviendra pas. S'il décide que c'est plus bas, ça sera aussi non tranché. Voilà, ça sera tranché, je veux dire. Sur l'impact économique d'une non-conformité, l'article 58 du règlement, un panel très important de mesures correctrices, puisque c'est le terme utilisé. Donc il n'y a pas l'amende administrative et en quelque sorte le dernier recours. Les mesures correctrices, comme la limitation du traitement, où il n'y aura pas que la sanction administrative, mais il pourrait y avoir empêchement d'utiliser, empêchement de transférer, mais tout dépendra bien évidemment de la nature de la sanction et vraiment une idée de proportionnalité. La CNIL, sous le contrôle du juge, prendra ses responsabilités à chaque cas particulier. Mais je pense que l'idée de dialogue qui existe actuellement, c'est-à-dire que la CNIL pourra mettre en demeure, de façon publique ou non, pourra mettre en demeure ou non, si le responsable de traitement corrige les failles qui existent dans son traitement, il n'y a pas de raison d'aller au-delà. Voilà. Et j'espère avoir à peu près... Les associations. C'est la CNIL qui va répondre peut-être. Okay. Merci. Juste sur ce point, sur la gradation, là je parle en praticien, la suspension d'un traitement, voire l'interdiction d'un traitement, comment devra-t-on vérifier? On sera intéressé de connaître le décret d'application, là, parce que c'est pas si simple. On a déjà le problème sur la e-réputation sur Internet, quand un jugement est rendu disant monsieur, madame un tel a été diffamé, vous devez supprimer les sources de diffamation sur le net. Ça a été un colloque complet de l'AFDIT, c'est extrêmement difficile à faire. Donc là-dessus, on sera très preneur de choses pratiques. Je vais être extrêmement bref parce que je pense que globalement, il y a une réponse qui a été apportée à toutes les questions. Peut-être deux petits points. Un, sur le droit souple. Alors c'est un terme assez générique. Il y a effectivement le droit souple côté CNIL, les recommandations, les bonnes pratiques, et toutes les normes que va pouvoir édicter la CNIL. Mais il y a bien sûr le reste. Les normes ISO en font partie. En matière de sécurité, il y a énormément de choses qui existent et qui constituent aussi un patrimoine. Alors c'est informationnel, donc on peut s'appuyer sur ces normes et qui reflètent l'état de l'art en fait. Donc pour des normes de sécurité, toutes les normes qui sont applicables en la matière ou celles que peut édicter l'ANSSI, etc. pour le gouvernement sont tout à fait valables. J'ajoute qu'il y a aussi des outils de conformité autres comme les codes de conduite qui permettront dans un secteur donné de se mettre d'accord sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que la portabilité, comment on le décline, etc., sous réserve, bien sûr, de respecter ce que prévoit le règlement. Et le deuxième point, peut-être, c'est sur les associations. Le règlement, il s'applique vraiment à tout le monde, hein, donc secteur privé comme secteur public. Alors, secteur privé, quand on est dans les fichiers de police, on bascule sur la directive, mais il s'applique aussi à une association, même si elle a des fins humanitaires. Alors, j'entends vos remarques, on n'est pas très nombreux, on n'a pas de moyens... mais
c'est vrai que si demain, alors ça dépend, la plupart des associations ont quand même des fichiers relativement simples, et en plus il y a beaucoup d'exemptions dans les textes sur les associations quand elles traitent des données sensibles, mais s'il se trouve que c'est un fichier particulièrement sensible, eh ben, il faudra effectivement respecter un certain nombre de, enfin, déjà tous les principes du règlement, voire même, et à mon avis c'est peu fréquent, faire une analyse d'impact si nécessaire, si c'est à s'y prête et s'il y a un risque pour les droits des personnes élevé. Un tout petit mot, alors je commence par la fin. Si on regarde bien les lignes directrices qui ont été données par le groupe des G29 sur le délégué à la protection des données, DPO en anglais, il y a la possibilité aussi de DPO commun, des petites structures. Enfin voilà, il y a des moyens d'externaliser qui vous permettront quand même de générer un coût, en sachant que le DPO, c'est une aide, mais le responsable, c'est le responsable du traitement. Hein. L'homme qui porte la charge ou la femme, c'est le responsable du traitement. Pour répondre à maître Legaltech, si je puis dire, parce que je n'y ai pas, voilà, ça a été un choix, parce que quand même 4 ans de négociation, dans une ambiance assez agitée à la fin, et quand même très germanique, c'est-à-dire que tout ça a été bien géré par nos amis, car ce sont nos amis d'Outre-Rhin, mais on aboutit quand même à 28 législations nationales. Et surtout, comme ville comme Marseille, il va falloir que vous regardiez bien ce qui se passe en Italie, en Espagne, enfin, les voisins proches, il va falloir aussi connaître les législations de nos partenaires, pour avoir quand même un peu une idée de ce qui se passe. Premier point. Deuxième point, moi ce que je regrette, mais ça c'est un débat franco-français, je suis pas sûr, je suis même sûr qu'on va pas l'aborder, c'est la reconstruction du champ d'intervention. Je m'explique. Il y a la CNIL, il y a l'ANSSI, il y a la Commission nationale du numérique. À la fois, elles n'ont pas toutes le même rôle et à la fois, elles ont des zones grises communes. Il faudrait quand même, à un moment, rationaliser le champ. Parce que ça, c'est pas possible d'avoir plusieurs guichets et des guichets qui vont avoir, par moment, possiblement, des positions différentes. Troisièmement, madame, alors, là, je crois qu'il faut quitter le côté français joueur du côté pas vu, pas pris. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que là, vous allez être dans un domaine où vous serez à la merci, non pas de la CNIL, mais du client. Donc le fait, tout ce que vous allez voir avec la CNIL, négocier ceci, le temps était lourd, le terrain était gras, on est fatigué, on n'a pas de sous, ils sont très gentils, hein, vous l'avez tous dit, dès qu'on voit Paul, on en est convaincu. Le consommateur ou l'entreprise partenaire qui sera lésée, elle va vous emmener devant le tribunal pour les dommages. Et croyez-moi, elle aura intérêt à faire, même pas le buzz, un petit article dans le Provence, un truc comme ça. Ça suffira à ouvrir une négociation sympathique, égalitaire, ouverte pour l'indemnisation. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que c'est ça le problème. Je ne dis pas que le problème, c'est plus la CNIL, c'est plus l'autorité de contrôle. C'est aussi l'autorité de contrôle, mais le premier vérificateur, ça va être les premiers vérificateurs, c'est les partenaires et les clients. Eux, ils ne vous laisseront pas passer des choses. Alors après, bien sûr, ça... Mais croyez-moi, en mai prochain, là pour le moment, je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais c'est pas loin, je parle. Mais la presse doit faire des dossiers dans tous les sens sur le RGPD. On aura champion de consommateur, si ce n'est pas fermé d'ici là, qui fera un dossier dessus, enfin, etc. Donc vraiment, il va y avoir... Vous savez, je dirais, le consommateur moyen va être persuadé qu'on lui vole ses données, on compte tellement que c'est de l'or et du pétrole, que même les gens qui n'ont pas de données vont se dire que ça va être intéressant. Donc je crois qu'il faut... Voilà, il va falloir faire attention à ça, parce qu'il va y avoir une... comment dire... un impact, enfin pas une vulgarisation, mais si un peu une vulgarisation un peu tous azimuts dans la presse, qui risque de pas mal vous ramener des gens sur ces conflits-là, et je crois que ça c'est... Donc moi je vous indiquerai vraiment, parce que tout ce qui est dit, je donne le micro immédiatement à Yves, parce qu'il va me l'arracher de toute façon, mais
Alors allez-y, oui, j'arrête pas. Non, mais je crois qu'il faut, voilà, il faut jouer le jeu. Paul a raison en disant que la CNIL ne va pas se jeter sur vous le 26 mai au matin. Les juges non plus, rassurez-vous. Ils vont attendre de connaître la loi aussi. Non, vraiment, entre guillemets, votre interlocuteur, c'est le partenaire et le client. Et là, ceux-là, pour les gérer, bonne chance. Et les deux plus gros qui vont faire implémenter le règlement, les deux plus gros acteurs, sont en réalité les assurances de protection juridique qui vont rajouter la possibilité pour les consommateurs d'agir sur ce fondement dans la liste des garanties par le bas et les commissaires aux comptes par le haut. Alors, on va suspendre les questions si vous le voulez bien, parce qu'on est déjà